Amis de Sirop, bonjour. Comme vous le savez peut-être, sur ma chaîne, j'ai une playlist qui s'appelle Pistes de réflexion. Et cette playlist présente des vidéos qui sortent un petit peu du cadre habituel de la chaîne et qui, comme son nom l'indique, vous donnent des pistes de réflexion sur différents sujets. Bon, je fais pas très souvent des vidéos dans cette playlist, mais j'essaye d'en faire au moins une par an. Et généralement, je la fais durant mes vacances d'été. Et comme là, je suis en vacances d'été et que je suis un homme de tradition, j'ai décidé d'en faire une. Alors c'est vrai que ces vidéos, d'habitude, je vous parle face caméra. Là, j'ai fait un petit support PowerPoint pour étayer mon propos. Alors, découvrons ça ensemble. Le sujet d'aujourd'hui va être la résilience. Alors, c'est un très vaste sujet que je n'ai certainement pas la prétention de vouloir traiter comme ça en une vidéo. Mais voilà, on va quand même essayer de voir un petit peu certains points, essayer de la définir un petit peu, voir un peu comment on peut l'évaluer, l'améliorer. Donc voilà le programme des réjouissances, donc on va essayer de la définir rapidement, parler un petit peu de la résilience naturelle, comment on fait pour évaluer la résilience de quelque chose et éventuellement l'améliorer. On va parler de la résilience dans les systèmes artificiels, un petit peu de la résilience personnelle, et on finira par une conclusion comme d'habitude. Alors, c'est quoi la résilience? Alors, si on va voir sur Wikipédia, la résilience, à la base, c'est la résistance des métaux au choc, le fait de rebondir. Mais en fait, on l'a très vite étendu, et c'est la capacité, en fait, d'un corps, d'un organisme, d'une espèce, de ce qu'on veut, de surmonter une altération de son environnement. Alors, moi, ce que je rajoute, en fait, ça veut dire quoi surmonter? Surmonter, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être avoir une solution temporaire de remplacement, ça peut être continuer de manière temporaire ou définitive dans un mode dit dégradé, c'est-à-dire on continue à fonctionner mais avec éventuellement des performances ou des possibilités moindres, pouvoir éventuellement s'auto-réparer et aussi pouvoir s'adapter au changement. Bon, ces formes d'abord elles sont pas exclusives, il peut y en avoir d'autres et elles peuvent aussi être mixées. La solution des fois ça peut être un mix entre ces différentes solutions. Alors, la résilience naturelle. La nature, par définition, est résiliente. D'ailleurs, si elle ne l'était pas, on ne serait sans doute pas là. Darwin a montré que les espèces évoluent de manière à s'adapter aux variations de leur environnement. C'est la théorie de l'évolution. Si le climat se réchauffe, par exemple, il y a des espèces qui vont s'adapter à la chaleur, si ça devient plus humide, et ainsi de suite. C'est le principe, en gros. Et d'ailleurs, si on regarde toutes les évolutions climatiques et géologiques depuis la création de la planète, heureusement que la nature est résiliente et qu'on a su s'adapter. De même, la plupart des êtres vivants ont des capacités de résilience. C'est-à-dire, par exemple, on peut vivre avec certains organes en moins ou altérés, on peut cicatriser, guérir, se remettre de traumatismes psychologiques, et ainsi de suite. Et heureusement, tous autant qu'on est, on s'est déjà blessé, par exemple, et on peut cicatriser, ou des fois, ça peut être un peu plus définitif, si on perd un membre, par exemple. Mais voilà, on arrive généralement quand même à s'y adapter. Alors, bien sûr, comme je le note ici, la résilience elle est toujours limitée. Si les changements sont trop rapides ou brutaux ou excèdent la capacité de résilience du système, il sera détruit. Voilà, si par exemple on a un accident mais qui est trop violent, eh ben voilà, ça dépasse et on ne peut pas s'en sortir. Et la vitesse est aussi très importante. Si on regarde par exemple l'évolution naturelle, si le climat change trop vite, il y a des tas d'espèces qui n'auront pas le temps de s'y adapter et qui disparaîtront. Alors que si ça évolue de façon relativement lente, généralement, ça va plutôt bien le faire. Comment on peut évaluer la résistance d'un système? Alors, il y a plein de méthodes plus ou moins complexes, et l'idée, encore une fois ici, c'est pas de vous présenter en détail une de ces méthodes, c'est plutôt de vous donner, comme d'habitude, des pistes de réflexion, et je vais pas m'attacher à une méthode ou à un outil particulier, L'idée, c'est quand même de rester simple. L'idée, c'est de lister pour un système les menaces possibles, de leur attribuer une probabilité et un impact. Voilà, par exemple, on peut faire une sorte de tableau comme ça. Bon, là, je prends l'exemple très simple d'une voiture pour essayer de comprendre. Par exemple, une menace au système de la voiture, c'est une panne moteur. On peut estimer la probabilité que ça arrive, par exemple, à 5%. Alors, c'est déjà comment on fait pour estimer la probabilité. Alors ça, c'est pas forcément toujours facile. Des fois, on a de l'historique, donc on peut se baser sur des statistiques. Et plus on a de données là-dessus, plus cette évaluation sera bonne. Non, des fois, on peut essayer de l'évaluer par rapport à des choses semblables. Dans des choses un peu nouvelles, et où on a peu de retours, des fois ça se fait un petit peu au dos mouillé. Enfin bon, voilà, c'est quelque chose de toute façon qui n'est jamais fixe. C'est ce tableau, après, il va forcément évoluer autour du temps. Après, il y a l'impact. Alors l'impact, c'est si cette menace arrive, quel est l'impact sur le système? Le but d'une voiture, c'est quand même de pouvoir rouler. Donc on peut dire que s'il y a une panne moteur, l'impact il est de 100%, il n'y a plus de moteur, il n'y a plus de voiture.
Voilà. Par contre, par exemple, si je casse mon rétroviseur intérieur, ça a peu de chances d'arriver. Encore une fois, les probabilités ici, c'est pour un exemple, hein, c'est au pif. Hein. Et l'impact, bah, il est de 10%, ça m'empêche pas de conduire, j'ai les rétros extérieurs. Voilà, c'est un peu gênant pour la sécurité, mais voilà, c'est pas, ça empêche pas la voiture de rouler. Un petit choc de carrosserie, par exemple, bah, ça peut arriver peut-être avec plus de probabilité. Maintenant, l'impact sur la voiture est quand même très très faible, j'ai mis 1%, voire moins. Enfin voilà, vous avez compris un petit peu le principe. L'impact, donc, c'est l'effet de la dégradation sur le système. Alors attention, s'il est de 100%, ça veut dire que si ça arrive, le système n'est plus du tout fonctionnel. Les Anglais, souvent, ils parlent d'un SPOF. Un SPOF, ça veut dire Single Point of Failure. Ça veut dire c'est un point unique de failure qui fait que si cette partie-là, par exemple, est touchée, eh ben, le système est complètement pas opérationnel. On peut dire que la rupture d'une aile sur un avion, c'est un SPOF, par exemple. Alors déjà, on peut voir ici qu'il faut pouvoir choisir le niveau de détail. En fait, si on regarde le moteur, c'est un élément complexe. Le moteur en lui-même, il est composé de plein de sous-éléments, alternateur, pompe à eau, de l'allumage et tout ça. Donc des fois, ça peut être tout à fait pertinent de le décomposer en éléments plus petits pour avoir une évaluation plus fine. Mais bien sûr, ça complique. Et plus on va descendre, plus ça va devenir fin, plus ça va devenir compliqué. De même, il faut des fois différencier les causes. Il y a des causes internes et externes. Par exemple, une panne moteur, ça peut venir d'un manque de carburant. Mais ça, c'est pas lié au moteur en lui-même, c'est une cause externe. D'un manque d'entretien, pareil. Par contre, d'une panne d'un des composants. Si on coule une bielle, c'est une cause interne. Et bien sûr, les solutions qu'on va pouvoir apporter vont être différentes selon ces menaces. Donc, lister les menaces, c'est bien. Donc déjà, ça permet d'avoir une idée de la probabilité globale d'avoir des soucis et de leur gravité. Mais c'est pas vraiment la résilience. Ça montre en fait les dangers, les risques que l'on a. Pour évaluer la résilience, c'est-à-dire comment on va pouvoir s'en sortir si un de ces risques arrive, il faut rajouter à chacune de ces menaces des solutions. Alors déjà, on peut voir celles existantes éventuellement sur un système, et on peut bien sûr, c'est le but un peu de la manip, c'est d'essayer de se dire qu'est-ce que je pourrais améliorer, trouver des nouvelles solutions. Mais bien sûr, pour chaque solution, généralement ça a un coût, mais en même temps un impact rétroactif sur le système. C'est-à-dire que le fait de rajouter par exemple de la complexité pour gérer les pannes, ça augmente le risque de panne, par exemple. Au début, par exemple, sur les ordinateurs, hein, ils avaient mis un circuit de contrôle, après ils ont mis un circuit de contrôle du contrôle, après ils ont mis un contrôle du contrôle, puis voilà, au bout d'un moment, ils se sont dit, faut peut-être arrêter les conneries, et à la fin, ils avaient plus de problèmes avec 3 niveaux de contrôle que pas du tout. Donc, par exemple, là, la solution a plutôt été d'améliorer la fiabilité plutôt que de mettre des contrôles partout. Le fait d'évaluer les menaces et d'avoir des solutions, en fait, c'est la prévoyance. C'est-à-dire, en gros, c'est facile à comprendre, hein, la résilience d'un système, ça peut s'améliorer par la prévoyance. Donc, si on fait ça, notre tableau, il devient comme ça. Par exemple, là, je note la menace, par exemple, pas de moteur, mais de type externe, pas de carburant. Ça a 5% de chance d'arriver, par exemple. On a vu que l'impact était 100%. Une solution, j'ai un jerrycan de secours dans la voiture. Ça a un coût, mais qui n'est pas énorme. Et là, on peut se dire, avec cette solution-là, qu'est-ce que ça change sur la probabilité que ça arrive et avec la solution. La probabilité que ça arrive, à ce moment-là, elle descend dans la mesure où j'ai une panne d'essence, ça durera peut-être moins. Alors, encore une fois, tous les pourcentages que j'ai mis là, c'est pour illustrer mon propos. Hein. C'est peut-être pas juste du tout. Mais voilà, ça veut quand même dire que c'est une solution qui est temporaire. Par contre, l'impact devient bien moindre. C'est-à-dire que là, ici, j'ai un jerrycan de secours et que ça arrive, mon impact est plus de 10%. Là, j'ai remis du carburant dans ma voiture, je peux repartir. Bien sûr, je l'ai pas remis à 0% dans la mesure où c'est une solution qui est temporaire. Un impact quand même sur ce que je peux rouler dans la mesure où un jerrycan, souvent, c'est pas très gros. Ça a quand même des inconvénients. Ça va prendre de la place, ça peut fuir, ça peut se dégrader. Un carburant se conserve de moins en moins longtemps, et ainsi de suite. Là, par exemple, un défaut d'entretien, mettons que ça arrive à 4%, pareil, si j'ai une panne du SA, c'est 100%. La solution, c'est de faire un entretien de façon régulière, sans retard. Le coût est faible, parce que de toute façon, généralement, il faut le faire, donc c'est plus de le faire à temps. Et à ce moment-là, je baisse la probabilité que ça arrive. Par contre, l'impact, ça ne change pas. C'est-à-dire que si j'ai quand même une panne moteur due à ça, je serai toujours niqué à 100%. De toute façon, entretenir un moteur, c'est obligatoire. Si on ne le fait pas, là, la probabilité de panne est bien supérieure.
Dernier exemple, par exemple, une roue crevée. Donc, mettons que c'est 5% de chance que ça arrive. Là, l'impact est 100%, dans la mesure où je peux pas rouler avec une roue crevée. Et j'ai plusieurs solutions possibles. Je peux prendre une bombe de pneus, ça coûte pas cher. Ça change pas l'impact, on va en parler. Par contre, avec ça, je redeviens opérationnel 50%. Pourquoi? Parce que quand on a une roue comme ça, on roule généralement moins vite. Une roue galette, c'est pareil. Ça coûte un peu moins cher, mais c'est toujours pareil. Avec une roue galette, normalement, on peut pas rouler aussi bien. Si j'ai une vraie roue de secours, là, pour le coup, je redeviens complètement opérationnel, à mesure où je roule normalement. Mais là, on peut voir deux choses déjà. C'est que la probabilité ne change pas. La probabilité reste toujours de 5%. Pourquoi? Parce que le hasard n'a pas de mémoire. Le fait que j'ai crevé ne joue pas sur le risque de crever même 5 minutes après. Le hasard n'a pas de mémoire. C'est comme au loto, hein, si c'est vraiment aléatoire. La probabilité que le chiffre 6 sorte n'est pas du tout liée au nombre de fois qu'il est sorti avant. C'est toujours une chance sur 49 qu'il soit sorti 0 ou 100 fois avant. Ça sera toujours une chance sur 49. Donc là, on voit que ça donne une solution de secours, mais ça ne change pas la probabilité. Et attention, c'est là que je parlais d'effet rétroactif. On voit que si, une fois que j'ai mis ma roue de secours, je recrève, là, l'impact, il est toujours de 100%. C'est une solution qui est temporaire, mais qui remet un petit peu, finalement, un risque encore plus grand, après, dans la mesure où, généralement, on n'a qu'une seule roue de secours. Voilà, comme on a pu le voir dans ces petits exemples, hein, on liste les menaces et on met en face de chacune d'entre elles, là où les solutions qui permettent d'y remédier éventuellement que temporairement. Les menaces, hein, surtout celles qui sont inférieures à 100%, ne nécessitent pas forcément une solution active. Et on peut dire que c'est juste quelque chose qui apporte une dégradation, mais qui peut être temporairement suffisant. C'est exactement l'exemple que je donnais tout à l'heure. Le fait, par exemple, d'avoir une rayure sur la carrosserie, c'est une menace. Mais à la limite, est-ce que je veux y faire quelque chose? Non, quand ça arrive, je réparerai, et puis voilà, quoi. De plus, quand une de ces menaces arrive, elle va changer le système. C'est-à-dire que si on est, par exemple, en mode dégradé, ça peut changer d'autres risques, hein, comme on l'a vu avec la roue de secours. Le fait d'avoir une roue de secours montée, c'est-à-dire qu'on n'en a plus, à ce moment-là, je veux dire, le risque de la roue crevée évolue aussi, dans la mesure où là, il n'y a plus de solution. Donc on peut comprendre que des analyses peuvent être assez complexes, sachant que quand une menace arrive, ça va créer des nouvelles contraintes, ça fait un petit peu comme une sorte d'arbre, et que à un moment donné, faut savoir, je veux dire, jusqu'où on veut aller et où est-ce qu'on veut s'arrêter dans cette analyse, parce que sinon, ça peut devenir complètement délirant. Et en même temps, hein, comme disait Chirac, je crois, les emmerdements, ça vole en escadrille, et c'est vrai que les menaces peuvent s'ajouter, et ça peut changer aussi les impacts. C'est-à-dire que si à un moment donné, on a deux menaces qui arrivent en même temps, ça peut aussi créer une autre situation encore. Alors parlons maintenant de la résilience des systèmes artificiels. Un système artificiel, donc c'est quelque chose qui a été conçu par l'homme pour remplir une ou plusieurs fonctions. Ça peut être très simple, un tournevis c'est un système artificiel, ça peut être hyper complexe, une navette spatiale, un avion, un bateau, tout ce qu'on veut. Et il y a aussi d'autres systèmes qui se constituent un petit peu de fait, comme les civilisations. Une civilisation, c'est aussi un système qui lui-même a des risques et disparaître. Si on regarde les empires, par exemple, hein, l'empire romain, s'est construit, il a eu des menaces, il a été résilient par certains points, il a évolué et peut-être qu'à un moment donné, il est arrivé une ou plusieurs menaces en même temps qui ont dépassé sa capacité de résilience et fait que cette civilisation s'est écroulée. Maintenant, ce genre de choses, ça se fait à la fois un peu par la volonté de certains hommes, des empereurs, des leaders, des trucs comme ça, mais il y en a aussi beaucoup qui vont se faire, je dirais, un petit peu naturellement, un peu par la force des choses, par plein d'événements qui justement viennent le façonner et qui, par des effets de rétroaction, justement, de résilience quelque part, les font évoluer et voilà, il y a beaucoup d'empires qui ont, je veux dire, évolué comme ça. Quand on va concevoir un système, il est conseillé, voire dans certains cas obligatoire, d'analyser les menaces probables et est-ce qu'on veut ou pas avoir des résiliences. Hein, on parle aussi de tolérance de panne. Maintenant, il faut savoir que dans plein de cas, il y a des tas de normes qui listent ça, qui imposent des solutions. Par exemple, en aéronautique, quand on conçoit un avion, il y a énormément de normes à respecter et on peut profiter de l'expérience où on sait déjà que voilà, sur tel système, il faut de toute façon prévoir un secours comme ci, comme ça, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait le cahier des charges fonctionnel, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que doit faire mon système, on veut dresser la liste des menaces probables,
Et pour chacune, donc, se dire, voilà, par rapport à ce risque, que je veux faire quelque chose, quelle sera ma résilience si j'en veux une. En règle générale, il faut mieux prévenir que guérir. C'est-à-dire que c'est généralement mieux d'essayer de faire que la menace n'arrive pas, plutôt que de se dire, si elle arrive, comment je la corrige. Et donc, parfois, l'idée, ça va plutôt être de changer la solution, modifier la conception, par exemple, pour réduire la probabilité ou l'impact. Par exemple, dans le cas de la roue de tout à l'heure, si on arrive à trouver une roue increvable, ça peut être une meilleure solution que d'avoir des roues de secours. Et bien sûr, voilà, qu'est-ce qu'on veut mettre comme solution par rapport aux attentes, mais aussi par rapport au coût. Il arrive des fois où on a des solutions qui vont coûter 10 fois plus cher que le système, et donc c'est simplement pas rentable de les mettre en place. On va prendre un petit exemple pratique. Voilà, je fais un serveur informatique, donc ça c'est un système. Une des menaces possibles, c'est une panne d'alimentation. Là, si on dit par exemple que le risque que ça arrive, c'est de 5% sur un an, encore une fois, c'est un chiffre à titre d'exemple. Par contre, on voit que c'est un SPOF. L'alimentation d'un serveur, si elle tombe en panne, le serveur ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'il y a comme cause? Des causes externes. La panne du secteur, c'est une cause externe. Une cause interne, la panne l'alimentation tombe en panne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, pour la panne secteur, on peut utiliser un onduleur, par exemple. Ça marche bien, ça va rajouter un coût quand même qui n'est pas forcément négligeable. Ça va rajouter de la maintenance. Les batteries, ça a une durée de vie limitée. Ça rajoute toujours un peu de la complexité. Il faut savoir que plus on va mettre de composants sur un système, plus ça le complexifie, et donc plus quelque part ça augmente globalement ses chances d'avoir des problèmes. Il y a un autre système, on peut utiliser, ça existe sur des trucs un peu plutôt pro, utiliser des systèmes d'alim multiples redondantes, changeables à chaud. Là, je vous ai mis un exemple ici. Donc là, c'est des serveurs où on a plusieurs alims. Si il y en a une qui tombe en panne, on peut l'enlever et en remettre une autre. Ça a un coût qui est pas négligeable du tout. Ça rajoute aussi de la complexité. Pourquoi pas? Encore une fois, c'est toujours l'idée de se dire quel est le coût que je vais ajouter pour avoir cette solution-là. Est-ce qu'il est quand même rentable par rapport au coût d'une panne de mon serveur? Il y a des solutions moins chères. Par exemple, pour un amateur, une solution, c'est d'avoir une alimentation neuve d'avance, par exemple. Ce qui fait que si jamais il y a une panne, on n'est pas tributaire d'un fournisseur, on la démonte, on la change, ça va assez vite, et on redémarre. Alors ça fera quand même une interruption, mais une interruption qui sera quand même bien moindre que le fait de se dire, faut que j'en trouve une, que je la commande, que j'aille l'acheter, et ainsi de suite. Mais maintenant, il faut toujours prendre un peu de recul. La LIM, c'est pas le seul composant d'un serveur. Il y a du stockage, il y a du CPU, il y a plein de choses. Donc le risque de panne d'un serveur, il faut le regarder dans son ensemble. Et c'est là que des fois, il faut prendre un peu de recul. En gros, plutôt de dire, je vais mettre des disques durs en RAID 1, RAID 5, tout ce que je veux, je vais mettre plusieurs CPU, au bout d'un moment, est-ce que c'est pas moins cher et moins complexe de dupliquer le serveur complètement, c'est-à-dire d'avoir un serveur qui est peut-être moins résistant, mais d'en avoir plusieurs, les faire marcher en parallèle. C'est ce qui fait très couramment dans le cloud. On peut même en profiter, c'est-à-dire le fait de le dupliquer dans un autre centre, il peut être résistant des menaces locales. C'est un truc qu'on fait très souvent. Par exemple, moi j'ai travaillé sur des systèmes où ils sont dupliqués, mais dans des zones géographiques différentes. C'est-à-dire que s'il y a un incendie du data center, s'il y a un séisme, une révolution, n'importe quoi, il y a quand même peu de chances que ça arrive en même temps à deux endroits, ou dans deux pays différents, ce qui fait que ça apporte une très forte résilience. Il faut toujours pas perdre de vue le système global, se concentrer plutôt sur les SPOF, parce que c'est quand même eux qui sont les plus gênants, et d'avoir toujours une vue plutôt globale et raisonnée du système. Alors maintenant, nous allons parler de la résilience personnelle. Alors j'entends par ça la résilience de vous, en tant que personne, et de votre famille, de votre entourage. Alors la résilience, ça peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être la résilience à des choses très importantes, genre effondrement civilisationnel, invasion extraterrestre, guerre, tout ce qu'on veut, mais aussi éventuellement, comme on va le voir, des choses qui sont un peu moins graves, mais qui peuvent quand même être très impactantes, genre, je sais pas moi, un tremblement de terre, un incendie, des choses comme ça. Alors si on regarde bien un petit peu dans cette grande thématique, moi j'identifie trois grands types de stratégies. Il y a ce qu'on appelle les survivalistes, il y a les preppers et ce que j'ai appelé les rabov. Alors, que ça soit clair, moi mon but n'est pas de donner un jugement de valeur sur ces stratégies, elles ont des points communs, elles sont pas exclusives l'une de l'autre, on peut très bien appliquer un peu de chaque, c'est juste comme ça ici de les décrire et de vous donner toujours des pistes de réflexion.
Alors les survivalistes, hein, ça c'est quelque chose qui est très connu, hein, c'est un terme qui est très appliqué à des principes de résilience, à des événements, comme je l'ai dit, qui sont forts, mais pas forcément, en fait, je veux dire, on va voir que ces principes-là, même si généralement quand on en parle, c'est plutôt face à des menaces qui sont vraiment très violentes, on peut aussi les adapter à des menaces qui sont moins impactantes, mais qui sont quand même des choses qui peuvent perturber nos vies. Alors, les points principaux de l'approche survivaliste, c'est quoi? Généralement, c'est très individualiste. C'est-à-dire, en fait, on compte pas tellement sur les autres. L'idée, c'est de se dire, en cas de problème, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Et voilà, on va essayer de survivre de façon individuelle ou vraiment des très petits groupes. L'idée du survivalisme, c'est plutôt de s'appuyer sur la compétence de survie. C'est-à-dire, c'est pas d'avoir des tas de réserves et tout, on va le voir. C'est plutôt de se dire, voilà, si je suis attaquer à un moment donné, si j'ai des menaces, eh ben c'est grâce à des connaissances que j'arriverai à m'en sortir. Par exemple, ça peut être je serai chassé, je serai pêché, je serai construire un abri, éventuellement avoir des connaissances pour pouvoir m'en sortir. L'idée est d'être le moins possible dépendante de la technologie. C'est-à-dire si à un moment donné il n'y a plus rien, en gros, comme on dit, j'ai ma bite et mon couteau, ben avec ça, voilà, j'ai pas besoin d'avoir de la techno. L'idée souvent sous-jacente, c'est aussi de se dire, si c'est violent, je serais peut-être obligé moi-même d'être violent. Alors ça peut aller jusqu'à des extrêmes. On peut voir aux États-Unis des survivalistes, les gars, ils ont des munitions, des grenades, je sais pas quoi, des fusils d'assaut. Mais enfin voilà, l'idée quand même souvent de ça, c'est de se dire, dans le cadre de menaces comme ça, souvent ils vont essayer quand même d'avoir de quoi se défendre. Mais c'est une approche qui souvent a quand même peu d'impact sur la vie quotidienne. Pas quelque chose où les gens ils sont voilà ils sont préparés un peu comme ça, mais voilà ça change pas leur façon de vivre, on va dire au jour le jour. Après il y a les preppers. Les preppers hein, c'est un petit peu la même idée de survivance que les survivalistes, mais eux ils ont une approche qui est un peu différente. Preppers ça veut dire ceux qui sont préparés. Là, l'idée, eux, c'est plutôt de la prévoyance à l'extrême. C'est-à-dire, preppers, ils vont dire, je vais stocker de la fourniture, je vais avoir de la nourriture, de l'eau, des choses comme ça. Pour eux, l'idée, c'est quand même de se dire qu'en cas de problème, ils essayent de s'accrocher à garder leur modèle, c'est-à-dire dire, malgré que y a des problèmes, j'essaierai de garder un certain niveau de confort, de normalité, dans le plus possible. Donc, c'est une approche qui est vraiment très défensive ici, et par contre, contrairement aux survivalistes, ils comptent énormément sur l'entraide, sur la force des communautés. Dans certains cas, il y a des sortes de clubs, d'organisations comme ça, des gens qui se préparent entre eux en se disant, voilà, si j'ai des problèmes, des trucs, on va anticiper ça en mettant en commun, en fait, nos connaissances, nos réserves, des choses comme ça. Ils sont généralement beaucoup plus, quand même, ils gardent de la dépendance technologique. Ils vont se dire, par exemple, je vais avoir des panneaux solaires, je vais avoir des pompes à eau, des trucs renouvelables. Voilà, donc généralement, contrairement aux autres qui sont un peu minimalistes, eux, ils vont se dire, voilà, je vais me préparer. Et alors, c'est quelque chose qui, généralement, a une philosophie de vie qui a un impact assez fort dans le quotidien. C'est-à-dire que c'est des gens, ils sont preppers tout le temps. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette logique-là, avoir vachement anticipé, d'être toujours prêt. Ça a généralement un impact pour les preppers, on va dire pur et dur, assez fort. Il y en a même qui sont carrément, qui se sont mis dans des sortes de groupes où ils vivent déjà, je veux dire, comme si la catastrophe était arrivée. C'est-à-dire que ils ont construit des maisons hyper résilientes avec des panneaux solaires, des tas de trucs. Ils essayent d'être autonomes pour la nourriture et exactement. C'est-à-dire c'est vraiment des gens qui se préparent, mais c'est vraiment une sorte de philosophie de vie, quoi. Après, alors ça c'est un truc que j'ai inventé, ce que j'appelle les rabov. Les rabov, en gros, ça veut dire c'est rien à battre, on verra. Je crois que c'est la majorité des gens en France. Hein. Alors les points principaux, c'est quoi? De toute façon, c'est de se dire, bon, de toute façon, quoi qu'on prévoit dans la réalité, quand ça se passe des choses, c'est jamais ce qu'on a prévu. Je suis pas parano. Quoi qu'il arrive, on trouvera toujours de l'aide. Mektoub, Mektoub, ça veut dire c'était écrit. Hein, ça veut dire que bon, de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera et puis on fera avec. Tu crois pas, j'en ai déjà assez tous les jours de soucis pour me prendre la tête avec ça. Tout ça, ça coûte cher, j'ai pas les sous. Et puis c'est assez fataliste. Hein, on s'adapte ou on disparaît. Et puis voilà, l'idée c'est de pas résister. Puis quoi qu'il arrive, on fera avec.
Et carpe diem, hein, je rappelle, c'est une expression latine qui veut dire profite du temps présent. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, et c'est aussi une approche hein, qui, je veux dire, voilà, je prépare rien, puis on verra bien. Je vais quand même vous donner comme ça quelques petites pistes. Encore une fois, c'est juste des pistes de réflexion qui peuvent éventuellement quand même améliorer votre résistance personnelle. Alors pas forcément comme ça à des événements très très forts, hein, mais même des fois dans des choses qui sont éventuellement plus light. Par exemple, quelles sont les grandes menaces actuellement qui peuvent nous atteindre, des grandes et des petites? Il y a les menaces climatiques et environnementales, et là on voit une grosse recrudescence. On voit des gens là qui ont eu 1 mètre d'eau dans leur maison et qui disent tous, de mémoire d'homme, on n'avait jamais vu ça ici. Et donc il y a quand même de plus en plus de risques, même pour des gens qui jusqu'à présent étaient, on va dire, épargnés, d'avoir des attaques, des menaces climatiques. Ça peut être de l'eau, ça peut être des tornades, ça peut être, comme on l'a vu, des très fortes averses de grêle, des orages, des trucs comme ça. Il y a aussi des incendies, et avec le changement climatique aussi, on a pu voir que, surtout dans certaines régions, le risque d'incendie augmente. Après, il y a tous les risques professionnels. On est dans un monde maintenant où, contrairement à avant, où on était dans sa boîte pendant 40 ans, maintenant, les choses évoluent vite avec les nouvelles technologies. Et même des gens qui se croyaient un petit peu à l'abri, à tout moment, peuvent se voir remplacés par une IA et être obligés de s'adapter. Il y a le risque financier et patrimonial, c'est-à-dire que voilà, on a des économies, mais on est dans un environnement aussi où ça peut changer. Donc voilà, en gros, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être au niveau de la santé, de la dépendance familiale. Enfin bon, vous avez compris le principe. Alors, il y a des petites questions qu'on peut se poser. Par exemple, si vous êtes obligé de quitter votre logement dans une grande urgence. Là, à un moment donné, ouais, les pompiers qui arrivent, ils vous disent, il y a le feu, là, il sera chez vous dans X minutes, ou il y a une tornade qui arrive. Est-ce que vous êtes prêts, je veux dire, à partir rapidement? En fait, il y a très peu de gens qui le sont. Et là, il y a une chose qu'on peut faire, qui coûte pas très cher, qui est qui peut vraiment être un gros plus. C'est d'avoir une sorte de sac à dos de secours. L'idée, c'est quoi? On va chez Decathlon, ou chez qui vous voulez. Hein. Vous avez un sac à dos. Dedans, vous avez quelques vêtements, des sous-vêtements basiques, couverture de cerveau, un petit peu d'argent liquide, une clé USB avec tous vos infos de base. Par exemple, vos mots de passe, pourquoi pas les contacts, les assurances, les machins. Alors, sur une clé, si possible, cryptée. Hein. Et aussi des rations de survie pour quelques jours. Il faut savoir qu'on trouve maintenant sur le net des rations de survie, ça coûte pas très cher, et qui vous permettent, par exemple, pour une personne de tenir 7 jours, et qui se conservent assez longtemps. Ça se conserve entre 8 et 10 ans, il y en a même qui se conservent plus. Et si vous avez par personne un sac comme ça, prêt, très facilement accessible, là c'est vraiment un gros plus. C'est-à-dire que si un jour, quelle que soit la raison, vous êtes obligé de partir de votre logement en catastrophe, si vous avez ça, vous serez quand même beaucoup moins dépourvu que si vous partez en pyjama avec rien. C'est pareil, si vous êtes dépendant de médicaments, par exemple, vous pouvez en avoir. On a tous des objets de valeur, alors que ce soit des valeurs monétaires ou sentimentales, est-ce qu'ils sont assez protégés, justement, par rapport aux menaces? Si vous avez, je sais pas, moi, des souvenirs de famille, des archives auxquelles vous tenez, et vous les avez mis dans la cave, si vous êtes dans une zone inondable, peut-être pas le meilleur endroit où les mettre, quoi. Est-ce qu'il faut pas aussi les dupliquer? Est-ce qu'il faut pas pas tout mettre au même endroit, des choses comme ça? Au niveau financier, avoir toujours un peu d'économie, c'est le bon sens, hein. Ce qu'il faut éviter aussi, c'est d'avoir tout dans la même banque. Pourquoi? Parce que si à un moment donné une banque a des problèmes, vous perdrez tout. Si vous avez plusieurs banques, c'est toujours pareil. Hein. L'idée, c'est de mutualiser les risques. Donc aussi des supports différents. D'ailleurs, mettez pas tout dans les actions, pas tout dans un livret. Le fait d'avoir aussi plusieurs supports, c'est pareil. Hein, c'est que il y a quand même moins de chances que tout s'effondre en même temps. Après, dans la résilience aussi, c'est un peu la prévoyance, hein, se méfier aussi des offres. Hein. Bon, ça, c'est du bon sens. Hein. Les mecs qui vous annoncent des placements à 15%, généralement, c'est pas terrible. Puis regardez aussi toujours les risques. Hein. Il y a des crypto-monnaies. Il y en a qui disent, ouais, avec ça, j'ai doublé mon capital super vite. Enfin voilà, souvent les cryptos, c'est pas tellement géré. Si subitement vous n'avez plus rien, à qui vous allez vous plaindre? Je suis pas sûr que si vous allez voir un juge en lui disant j'ai acheté de la crypto, j'ai perdu la clé ou on me l'a volé, voilà. Enfin bon, tout ça c'est un peu du bon sens. Hein. Alors avoir aussi un peu de consommable d'avance sans être un prépeur se fout. Faites-vous le test actuellement. Des fois on n'y pense pas, mais moi des fois je le fais le test. Je me dis actuellement là, si aujourd'hui
pour X raisons, j'ai plus accès à aucun magasin, pour quelque raison que ce soit. Combien de temps, moi et ma femme, on peut tenir? Voilà. Est-ce que vous en avez pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine? Voilà. Et là, l'idée, c'est quand même de se dire que, comme dire, on peut avoir des produits qui sont qui se gardent assez longtemps, comme des pâtes, des choses comme ça. Bon, on peut quand même se faire une petite réserve qui fait que ça permet de tenir. Encore une fois, il ne faut pas forcément se dire ça va être la guerre ou des trucs comme ça. Prenez par exemple une tempête comme en 99 qui niquerait, par exemple, comme c'était arrivé déjà, les grandes lignes d'alimentation. C'est-à-dire, il y a des lignes à trop de tension qui sont cassées, il n'y a plus de courant. Actuellement, plus de courant, ça veut dire plus d'internet, ça veut dire que les 3/4 des magasins ne fonctionnent plus. Surtout que maintenant, ils ont arrêté d'avoir le réseau téléphonique à part et tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, finalement, pour une durée qui peut quand même être de 1, 2, 3, 4 jours, on peut se retrouver avec plus rien qui fonctionne et donc plus de magasins. Parce que, si ça se trouve, même plus, ils seront même pas ouverts, quoi. Et donc, là, d'avoir un peu de réserve, c'est quand même un plus. Puis en même temps, comme je le dis, le placement en boîte de conserve, il est pas si naze que ça. Si on regarde actuellement le fait que les choses augmentent, hein, la majorité des prix quand même a tendance à augmenter. Si actuellement vous achetez des choses que vous êtes sûr d'utiliser et qui se conservent, genre je sais pas, du sopalin, du PQ, des conserves, des choses comme ça. Seulement, si on regarde l'inflation, c'est plutôt un bon placement qui est meilleur que pas mal de livrets que vous pouvez faire. Donc, je veux dire, vous joignez comme ça l'utile et l'agréable. Bon, après, c'est sûr qu'il faut avoir la place, mais ça peut être aussi intéressant. Petite astuce toute bête, par exemple, dans votre voiture, vous cachez quelque part une enveloppe avec un billet de 20 €, ça a l'air de rien, ça vous sauvera peut-être un jour. Niveau informatique, hein, maintenant c'est très important, pensez à faire des copies, hein, ça reste... je suis toujours effaré de voir le nombre de gens qui font pas de copies de leurs données. Si possible aussi sur des supports non connectés, par exemple des clés multiples, des multiples. Par exemple, d'avoir un jeu de clés, ça coûte pas très cher, des clés USB. Vous en achetez 3, par exemple, puis vous faites des sauvegardes, un coup sur A, un coup sur B, un coup sur C, et voilà. En même temps, c'est une bonne idée de les crypter. Pourquoi? Parce que si vous l'avez sur vous, vous la perdez, ça empêchera n'importe qui de les lire. Bon, après, il y a plein de systèmes de cryptage. Hein. On peut citer BitLocker, vous pouvez faire un zip avec un mot de passe, des choses comme ça. Après, vous avez bien sûr le fait de faire des sauvegardes sur Internet. C'est maintenant très facile. Dans la mesure où sur les PC, il y a des drives qui synchronisent vos données sur Internet. Ça veut dire que là, si chez vous, il y a le feu, par exemple, vous retrouverez ces données-là. Pensez justement à garder maintenant toutes les choses qui sont importantes. Les bulletins de paye, les factures, les contrats d'assurance, des choses comme ça. N'oubliez pas que on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe, l'assureur, lui, il va vous demander de justifier vos biens et tout ça. Et pareil, un truc qui coûte pas très cher, prendre des photos de vos biens de temps en temps. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une photo de votre maison, de vos pièces. Vous faites ça, je sais pas, une fois tous les 2-3 mois. Vous les stockez pareil quelque part, et ça a l'air de rien, mais en cas de catastrophe, ça sera vraiment une aide précieuse. Au niveau de l'informatique, dans une politique de sécurité et de résilience, bon, je ferai peut-être un jour d'autres vidéos là-dessus. Enfin, ce qui est sûr, voilà, c'est que maintenant, l'informatique, c'est devenu quasiment indispensable à la vie, et il faut quand même prévoir un petit peu. Après, c'est aussi intéressant de lister ses dépendances. Par exemple, on a tous besoin d'eau. Est-ce que vous avez une source d'eau à proximité, par exemple? C'est-à-dire qu'en cas de panne du service d'eau, est-ce que vous avez une source d'eau? Et éventuellement les lister, et aussi des sources d'eau qui sont exploitables. Je connaissais quelqu'un qui me disait, moi j'ai un puits, mais il avait un puits, c'était un forage. C'est-à-dire que le forage, pour qu'il fonctionne, il faut que la pompe immergée, qui est 40 mètres en dessous, elle ait du courant. Donc ça veut dire qu'en cas de panne de courant, par exemple, la source d'eau, elle est inexploitable. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est important. Et éventuellement, ça peut être un bon plan, justement, de regarder avec Google Maps ou n'importe quoi, quelles sont près de chez vous, éventuellement, les sources d'eau. Potables ou non, si elles ne sont pas potables, on peut acheter éventuellement des systèmes pour les rendre potables ou des choses comme ça. L'électricité, voilà, s'il y a une grande panne, qu'est-ce que vous allez perdre? Vous allez perdre sans doute vos congélateurs, frigo et autres. Un truc, c'est un classique, mais les volets électriques, sans solution manuelle. Alors ça, c'est vraiment une plaie, hein. Le nombre de gens qui se sont retrouvés en cas de panne bloqués chez eux, c'est vraiment très gênant. Est-ce que vous pouvez envisager des sources externes? Alors ça peut être des panneaux solaires, des groupes électrogènes, mais après c'est pareil.
Ça coûte cher. Est-ce que c'est rentable? Un groupe électrogène, il faut penser à le faire tourner au moins une fois tous les 6 mois, sinon souvent il va pas fonctionner, enfin ainsi de suite. Pareil pour le chauffage. Est-ce que sans électricité vous avez du chauffage? Est-ce que c'est une ressource facile à trouver? Le fait d'avoir une cheminée, c'est sans doute un des systèmes les plus résilients, vu que le bois brut, c'est sans doute ce qu'il y a de plus simple à trouver. On ne trouvera pas du gasoil brut, on ne trouvera pas du gaz, on trouvera du bois. Alors après, il faut quand même se méfier des systèmes à granulés. C'est que très souvent, une chaudière à granulés ou même des poêles à granulés, ils ne marchent pas avec du bois brut. Donc granulé, c'est quand même une ressource qui est transformée. Moi, par exemple, j'ai un poêle qui fait les deux. Il fait granulé et bois brut, quoi. Après, pareil, comme j'ai dit, la dépendance, si vous n'avez plus de réseau ni d'internet, qu'est-ce que vous avez en local pour avoir des informations? Souvent, il n'y a plus grand-chose, hein. Vu que maintenant le téléphone et tout, ça passe par internet. Ça peut être une bonne idée d'avoir un récepteur radio autonome à ondes courtes et FM. On peut se dire que, surtout les ondes courtes quand même, si un jour il y a une grosse panne, comme maintenant que tout passe par internet, on n'aura probablement plus rien. D'avoir une radio qui peut recevoir les ondes courtes, on peut en trouver des petites... il y a des chances que... C'est peut-être encore là-dessus qu'on pourra avoir des infos, des choses comme ça. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est un très vaste sujet. On pourrait faire des heures de vidéo, mais voilà. Encore une fois, hein, l'idée, c'était de vous donner des pistes de réflexion pour essayer au moins peut-être de prendre le temps d'analyser votre résilience, celle de vos systèmes, et éventuellement l'améliorer. Bon, c'est vrai que ça fait une vidéo qui est un petit peu plus longue que d'habitude, mais enfin bon, quand on aime, on compte pas. Et puis maintenant, ça y est, j'ai la fibre avec un débit d'enfer, donc à mon avis, l'uploader, ça prendra pas longtemps. Ça vous aura sans doute beaucoup plus de temps pour la regarder. Tiens, Caroline, ça va, Caroline? Et toi, tu te poses une question, c'est quoi ta question? Et moi, là-dedans, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis, moi? Moi, je suis un petit peu de tout. En fait, je suis principalement Rabov, mais je suis plus Rabov que je voudrais. En fait, dans l'idée, moi, je serais plutôt un mixte entre les preppers et les survivalistes, sachant qu'il y a des choses que j'aime bien et que j'aime pas dans les deux modes. Ce que j'aime bien chez les survivalistes, c'est le côté low-tech et le fait d'être plutôt basé sur la connaissance que sur la réserve. Par contre, je pense que leur approche très indépendante, très individuelle, n'est pas du tout constructive. Je reste persuadé que si un jour il y a des gros problèmes, les chances seront bien meilleures avec des petits groupes de 10 à 50, 100 individus que tout seul. C'est assez évident, hein. D'abord parce que ça permet d'avoir beaucoup plus de connaissances, et puis tout seul, finalement, on est très fragile, il faut bien qu'on dorme, on peut être malade, et on devient hyper vulnérable. En fait, si on est tout seul, on devient un spof quelque part. C'est pas une très très bonne approche. Mais bon, après, le côté preppers, un peu poussé à l'extrême, c'est pareil, je pense que c'est comme tout, faut rester mesuré. Maintenant, moi je pense que globalement, quand même, je me suis quand même fait un petit bilan. Je veux dire, même si je suis loin d'appliquer tous les bons conseils que je vous ai donnés, les conseillers sont pas les payeurs. Je veux dire, voilà, on va dire que je suis quand même mieux loti, je pense, que certains, mais certainement pas au top. Enfin voilà, après, hein, encore une fois, moi je donne pas de jugement de valeur, hein, finalement de se dire que faut être flexible et que le mode Rabov, hein, on s'adaptera puis on verra, c'est peut-être finalement le plus réaliste en tout cas. Bon, et toi, qu'est-ce que tu comptes faire, toi? Toi, tu vas acheter du chocolat. Ah ouais, pourquoi? Parce que c'est indispensable, les dinosaures n'avaient pas de chocolat, ils ont disparu. Ouais, écoute. Ma pauvre Caroline, avec des raisonnements comme ça, terrain pas loin. Bon, là-dessus, profitez bien de vos vacances ou de votre rentrée, selon les cas, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.